surtout, c'est pas ça le problème, c'est pas l'inflation elle-même, parce que personne ne pense que l'inflation va revenir à 6, 7. C'est pas le problème. 2, 1, c'est rien. C'est juste que si l'inflation réaccélère un petit peu, même ponctuellement, ça veut dire que les banques centrales ne sont plus là pour aider l'économie, pour apporter de la croissance. Et de la BCE, on espérait plus de baisse de taux pour soutenir la croissance. Et du côté des États-Unis, ça peut compromettre la baisse de la banque centrale, pas forcément septembre, pas forcément septembre, mais on verra. On en parlera. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour continuer à comprendre, décrypter, analyser les marchés financiers, l'actualité et leur impact sur les marchés financiers. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian Parizeau d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président d'Altair Economics. Vous soufflez également à l'oreille des dirigeants, des décisionnaires d'Orel. Christian, on va revenir avec vous sur les principaux faits saillants de l'actualité. L'actualité, c'est évidemment les marchés obligataires qui, ces dernières séances, ont été mis sous une pression particulièrement notable. Ceci étant, depuis hier, on assiste à un léger reflux. Est-ce que, selon vous, ce reflux, comment on peut expliquer ce reflux? Est-ce qu'il est pérenne, selon vous? Alors, là, le reflux à très court terme, c'est quand même lié aux anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine. Alors, on va en reparler, mais c'est lié naturellement à des statistiques d'emploi qui ont rassuré, entre guillemets, rassuré les marchés, parce que c'était pas des bons chiffres. Mais en tout cas, ça a permis une détente. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même sur des marchés obligataires qui restent particulièrement sensibles à deux choses. D'une part, est-ce qu'il y a un risque de reprise de l'inflation? Alors c'est un débat très fort aux États-Unis, un peu moins fort en Europe, mais on voit qu'on a un petit peu surréagi lorsqu'on a eu la publication de l'indice des prix en Europe, dans la zone euro, qui était à 2,1 au lieu de 2. C'est pas monstrueux, mais on se dit que finalement, on a bénéficié d'un gros mouvement de désinflation. Ce mouvement a été alimenté en grande partie par une baisse des prix des biens. Les parties dans les services restent plus résilientes, et donc on se dit que si les prix des biens remontent, derrière, ça va faire repartir l'inflation. Et surtout, c'est pas ça le problème, c'est pas l'inflation elle-même, parce que personne ne pense que l'inflation va revenir à 6, 7, c'est pas le problème. 2, 1, c'est rien. C'est juste que si l'inflation réaccélère un petit peu, même ponctuellement, ça veut dire que les banques centrales ne sont plus là pour aider l'économie, pour apporter de la croissance. Et de la BCE, on espérait plus de baisse de taux pour soutenir la croissance. Et du côté des États-Unis, ça peut compromettre la baisse de la banque centrale, pas forcément septembre, mais on verra. On en parlera. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit que les marchés sont très sensibles à cette idée. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça rejoint le risque souverain derrière. Parce que si la Banque centrale doit de nouveau se mettre en pause parce qu'il y a une inflation trop forte, elle va pas être là pour soutenir les États. Elle va pas être là pour limiter finalement et jouer son rôle de prêteur en dernier ressort et limiter le risque souverain. Et donc Madame Lagarde sera très prudente si elle doit aider la France. Est-ce qu'elle peut aider la France? Est-ce qu'elle peut acheter de la dette obligataire française, dit autrement? Est-ce qu'elle peut faire en cas de crise majeure, si derrière il y a l'inflation qui est trop forte, et on se dit que là il y aura un problème. Donc on voit qu'il y a quand même une sensibilité très forte à cette thématique inflationniste, et derrière on voit que derrière il y a le scénario de risque souverain qui est un peu latent. On en parle depuis longtemps, qui est un peu mis en exergue avec la France actuellement, mais qui est au niveau des marchés obligataires, qui touche aussi le Royaume-Uni, qui touche aussi les États-Unis. Même l'Allemagne. Voilà. Et donc on se dit que quelque part, on est quand même sur des marchés obligataires qui peuvent être très volatiles d'ici la fin d'année, qui sont très sensibles aux anticipations de politique monétaire. Ça peut se retourner particulièrement vite, donc c'est quelque chose à surveiller. Puis dernier élément quand même que je tiens à signaler, c'est que le marché obligataire reste le marché directionnel. Et on le voit très clairement pour la bourse, pour plein d'autres marchés, les taux et tout ça. On voit que c'est le marché obligataire qui peut faire chuter les valeurs technologiques en termes de valorisation, qui peut avoir un impact très fort sur l'échange. Donc voilà, ça reste un élément clé à surveiller pour la fin d'année. En tout cas, on voit que la thématique inflationniste sera l'une des thématiques importantes pour le dernier trimestre. Et cette dernière hausse, au-delà de ça, est-ce qu'on peut essayer... Alors moi, je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'on price, comment est pricé le cours, le prix des obligations actuellement? Est-ce que on retrouve, je dirais, les situations budgétaires très délicates, voire alarmantes aux quatre coins de la planète. Vous avez parlé de la France, de l'Allemagne, on peut mettre le Japon, on peut mettre l'Angleterre, le Royaume-Uni, on peut mettre les États-Unis. Ou est-ce qu'au contraire, c'est les nécessaires politiques, je dirais, d'austérité budgétaire qui vont être mises en place, qui sont pricées, puisqu'elles auront un impact évidemment négatif sur les taux de croissance? C'est là que c'est compliqué quand on est sur le marché obligataire, parce que ce qu'il faut bien comprendre, alors contrairement à tout ce qui peut être dit par nos politiques français notamment, c'est que le marché obligataire résonne à très long terme. 30 ans. Voilà, si vous prenez du 30 ans, la question c'est est-ce qu'à 30 ans, est-ce que la dette que je vais acheter aujourd'hui qui fait du 30 ans, je vais être remboursé dans 30 ans. Donc vous voyez que c'est quand même pas une vision comme la bourse sur les résultats du prochain trimestre. Donc là, on est sur des marchés obligataires qui réagissent surtout à leur perception du risque obligataire à long terme. C'est pour ça que ça se paye cher. Et voilà, et c'est pour ça que c'était très inquiétant la pontification
pontification de la courbe des taux, c'est pas inquiétant au niveau budget, parce que les États émettent très peu à 30 ans, émettent très peu même la maturité moyenne de la dette. Hein. En France, c'est 8 ans. Aux États-Unis, c'est à peine 4 ans. Donc, on peut pas dire que ce soit un problème s'il y avait une pontification très forte de la partie très longue de la courbe des taux. Mais ça traduit quand même une certaine défiance des investisseurs qui disent, bon, à court terme, la France va pas faire défaut. Donc, je peux avoir la dette française à 5 ans, 6 ans, 7 ans. 10 ans, je commence à me méfier et à 30 ans, je suis très méfiant. Donc, ça prouve que quand même, il y a derrière cette pontification de la courbe des taux, il y a deux choses, à mon avis, très importantes. Il y a d'une part l'idée qu'il y a quand même un risque souverain qui augmente. Et donc, si les États peuvent pas émettre à long terme, ça sera pas dramatique, ça les mettra pas en faillite, ça sera pas une crise financière majeure, parce que le marché obligataire restera ouvert sur des maturités plus courtes. Mais ça montre quand même une certaine fragilité, une méfiance des investisseurs. C'est pas bon signe quand même pour l'avenir. Ça prouve qu'il va falloir être crédible, et crédible pas sur le budget 2026. Mais crédible sur le budget sur longue période. Il faut véritablement que les politiques soient crédibles sur leur volonté de réduire les déficits. Et c'est ça aujourd'hui qui est visible à travers cette dégradation de la partie longue de la courbe des taux. Et puis deuxième interrogation, moi j'étais le premier surpris, c'est l'absence de réaction du marché obligataire à tout le débat autour de l'indépendance de la Banque centrale américaine. Mais est-ce que ça se paye pas? Parce que finalement les gens se disent, bon, à court terme, Trump il met une pression sur la Banque centrale américaine, elle va baisser ses taux. Bon, à court terme, il n'y a pas péril dans la demeure, personne ne parle de reprise de l'inflation. Bon, même si la Banque centrale baissait ses taux de 25 points de base, ça remet pas du tout en cause la stabilité de l'économie américaine et ça laisse pas déraper l'inflation. Mais par contre, ça pose un vrai problème. Si on commence à attaquer l'indépendance de la Banque centrale, est-ce que à long terme, ça veut pas dire une Banque centrale qui est structurellement plus accommodante, qui répond structurellement aux désirs des politiques plus qu'aux intérêts des marchés obligataires. Et donc, à ce moment-là, est-ce que moi, structurellement, sur longue période, je perds pas un peu de confiance dans cet actif sans risque qui était la dette américaine à 30 ans ou à 10 ans? Et ça, je me demande si c'est pas en train de se passer. Donc, ça surveiller. Je dis pas que c'est totalement, mais je pense que c'est en train de quand même peser. C'est-à-dire qu'on est prêt à dire que la dette américaine, elle a pas trop de risque à 5 ans. À 7 ans, mais ça me montre peut-être un doute. En tout cas, ça montre peut-être plusieurs choses. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que quand vous regardez les mouvements de l'or, quand vous regardez que des investisseurs vont maintenant sur l'or pour se protéger contre un risque inflationniste, peut-être, mais peut-être aussi un risque de perte d'indépendance de la Banque centrale. Et puis quand on voit aussi l'appétit qu'on a pour les monnaies numériques, les bitcoins et compagnie, on se dit que peut-être on est en manque d'actifs sans risque et que maintenant, peut-être, on commence à avoir de nouveau des doutes qui réapparaissent sur les marchés, comme quoi l'actif obligataire d'État n'est pas un actif sans risque. Et donc, on cherche d'autres actifs sans risque. Donc, tout ça, pontification de la partie longue, c'est quand même à regarder et voir qu'est-ce qu'on attend en termes d'actifs sans risque, ça reste des éléments importants. Donc, voilà, à surveiller. En tout cas, c'est vraiment des messages importants que nous envoie le marché obligataire aujourd'hui. Christian, vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant. La maturité moyenne en France, c'est 7-8 ans. Vous dites 8 ans. Est-ce que, par la force des choses, la France devrait se financer à plus court terme, finalement? C'est à double tranchant. C'est ce que prévoit M. Trump. Exactement. C'est totalement sa stratégie et on comprend très bien, mais ça a une certaine logique aux yeux de Trump, hein, parce que l'idée pour lui, c'est que sur la partie longue, ceux qui achètent du 10 ans ou du 30 ans américain, c'est plutôt les investisseurs non résidents. Donc pour lui, déjà, ça lui fait mal parce qu'il paye des intérêts à la Chine ou aux Japonais. Donc déjà que ça lui pose problème. Et puis d'autre part, il mène une politique aussi domestique qui est de favoriser la demande de T-bills, de titres courts aux États-Unis par les stablecoins et par la réforme bancaire, en effet. Donc ce sont des choses qui vont... il essaye de drainer l'épargne des ménages américains sur la partie courte de la courbe des taux. Et puis il se dit, finalement, je vais plus émettre sur la partie longue et ça me coûtera moins cher parce que la Banque centrale américaine va maintenir des taux d'intérêt très bas. Et c'est autoréalisateur parce que si vous empruntez avec des taux très bas, finalement, vous avez peu de chances de faire défaut sur votre dette et ça allège votre fardeau. Et puis comme dans un autre côté, il a une politique très pro-business qui est très volontariste sur la croissance américaine, il se dit, d'un côté, je vais augmenter énormément ma base fiscale par la croissance américaine et de l'autre, je vais me financer à des coûts beaucoup plus bas, donc in fine, ma charge de la dette va pas déraper. Donc je peux faire du déficit public, il n'y a pas de problème. C'est intelligent. C'est une logique. Et est-ce que la France doit s'appuyer sur... on pourrait faire ça, mais on est en France, c'est pas du tout la même logique. D'une part, la France a un problème, c'est que c'est pas la croissance des États-Unis. Donc déjà, on n'a pas la base fiscale qui va exploser et on a déjà un taux d'imposition, un taux de prélèvement obligatoire qui est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Ça nous laisse peu de flexibilité. Donc ça, c'est première petite différence. Deuxième différence, c'est-à-dire que plus vous baissez en maturité, plus vous êtes soumis aux aléas des marchés. C'est-à-dire que à un moment donné, on a un problème de crédibilité. Si déjà on abaisse la maturité de la dette et qu'on se finance à court terme, ça peut nous poser problème. Et puis en plus, ça nous rend très dépendants des mouvements de la BCE.
qui elle est totalement indépendante et qui le restera, à mon avis, pour longtemps en Europe. Donc c'est pas forcément la bonne stratégie. La stratégie Trump, elle a sa logique. Alors après, on peut critiquer, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a une certaine logique dans sa qualité et qui est propre aux États-Unis, mais qu'on peut pas véritablement caler du côté de la France. Et tout financer à court terme, ça vous rend très dépendant de la politique monétaire. C'est-à-dire que quand la politique monétaire voit ses taux directeurs remonter, ça coûte très cher à l'État et donc ça freine très fortement. Donc c'est pas forcément une bonne logique à mon avis pour le cadre français. Pour le cadre français, pareil, deuxième chose que vous avez dite, alors on l'a tous remarqué, il y a un risque autour de la Réserve fédérale américaine, c'est la perte de son indépendance, qu'elle se politise de plus en plus. Est-ce que c'est un risque qu'on peut, pareil, dupliquer aux autres grandes banques centrales de la planète? Non, alors après, il faut faire toujours attention parce que l'effet États-Unis est très fort en termes d'implication, en termes d'image, et ça joue énormément. Donc, si la Banque centrale américaine venait à perdre énormément de son indépendance, très clairement, ça pourrait inciter certains politiques dans d'autres pays qui sont du courant de Monsieur Trump à faire peut-être la même chose en se disant que ça serait une bonne chose. Bon, sur l'Europe, très clairement, c'est pas possible parce que c'est compliqué. Il faudrait que tous les pays de l'ensemble de l'Union européenne et puis les traités sont très clairs. Donc, je suis pas très inquiet sur l'Europe. Ça pourrait être beaucoup plus visible peut-être dans d'autres pays et notamment d'Amérique latine de vouloir. Maintenant, c'est surtout, je dirais que le gros problème, c'est surtout l'impact que ça peut avoir sur le marché obligataire. Le pire des scénarios aujourd'hui, le pire des scénarios, c'est j'enlève de l'indépendance à la Banque centrale. On a le sentiment que Monsieur Trump met tous ses hommes au niveau du board, voilà, au niveau du board, et qui vont être consignants. Il met ses hommes au niveau des statistiques américaines pour dire que les statistiques doivent être dans le bon sens, parce que sa politique est forcément formidable et donc on n'est pas même si les statistiques disent le contraire, c'est qu'il y a un problème. Donc on est dans un monde peut-être de fake news, mais à un moment donné ça pose un problème de confiance vis-à-vis des statistiques, de confiance vis-à-vis de la politique monétaire qui sera menée aux États-Unis. Et donc le risque après, c'est si vous avez quelques signaux d'inflation, et c'est là qui sera le risque. C'est-à-dire que là le risque est pas très fort tant que vous avez une confiance, et puis je vous dirais même, alors je vais être méchant, mais même si le marché de l'emploi américain venait à se dégrader, ça rassure tout le monde. Parce que même si la Fed perd son indépendance, entre guillemets, aujourd'hui, qui abaisse les taux, mais que derrière, on a les statistiques qui vont dans ce sens-là, qui montrent une dégradation du marché du travail, et puis surtout qui montrent que les droits de douane, qui vont se répercuter sur les prix de vente, qui vont affecter l'inflation, mais c'est qu'un effet de marche d'escalier, que c'est pas durable, parce que derrière, il y a le marché du travail qui se dégrade, et donc les Américains vont pas pouvoir avoir de hausse de salaire, et il va pas y avoir de boucle prix-salaire, on va se dire c'est juste une inflation temporaire. Et donc la Fed pourra très facilement communiquer en disant les statistiques sont peut-être un peu moins bonnes d'inflation, mais c'est une inflation qui est temporaire, qui est pas durable. Et derrière, moi, je vois la dégradation du marché du travail qui me fait dire qu'on risque d'avoir une dégradation de l'économie et que de toute façon, les Américains n'accepteront pas durablement une inflation qui repart. Donc ça rassure les marchés et on n'est pas en conflit finalement. La Fed peut baisser ses taux, c'est compatible avec la statistique, c'est compatible avec le scénario économique et c'est compatible avec la volonté de Monsieur Trump. Tout va bien. Le jour où ça pose problème, c'est que le jour où la Banque centrale a perdu son indépendance, c'est qu'on a des statistiques qui montrent que l'inflation est beaucoup plus résiliente que l'on anticipait, que c'est une inflation dans les services, que le fait d'avoir mis des droits de douane, ça protège certains secteurs économiques qui n'hésitent pas à relever les prix de vente, leur prix de vente. Et donc à ce moment-là, il y a un vrai risque inflationniste. Et à ce moment-là, les marchés obligataires vont se dire ah oui, mais la Fed est sous pression, elle va pas faire ce qu'il faut, elle va pas agir, elle va pas faire ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on va avoir une réaction des marchés obligataires qui est très forte. Donc je dirais que le grain de sable pour Monsieur Trump dans tout ce qu'il peut faire, dans tout ce qu'il peut dire, c'est si il est pris à contre-pied sur l'inflation. C'est pour ça que l'inflation reste la thématique centrale. Alors, je sais qu'en ce moment, les marchés, les marchés sont très focalisés sur l'emploi, parce que c'est vrai qu'une dégradation de l'emploi vous garantit que l'inflation repart pas. C'est dans cet esprit-là. C'est ça, la boucle prix-salaire. Il n'y aura pas de boucle prix-salaire si vous avez des licenciements. Et là, hier, ce qui a fait beaucoup réagir les marchés... il y a eu un rapport sur l'emploi hier. Voilà, il y a eu les statistiques du JOLTS qui nous donnent le nombre d'offres d'emploi. Et pour la première fois depuis très très longtemps, le nombre d'emplois non pourvus, l'offre d'emploi, est supérieur et inférieur au nombre de chômeurs. Alors que on était dans l'inverse depuis pas mal de mois. Et donc ça a marqué les esprits parce qu'on se dit, voilà, le marché du travail est vraiment en train de se retourner. Alors, petit bémol quand même, quand on regarde ce que nous dit le Beige Book, publié aussi hier, il nous donne quelques indications qui relativisent un peu tout ça. D'une part, on parle plus, pas de dégradation du marché du travail, mais de marché du travail qui se fige, qui se gèle. Et ça, on a quand même la confirmation depuis plusieurs mois, malgré les dernières statistiques. Pourquoi? Parce que finalement, certes, les entreprises embauchent moins, elles sont prudentes et même on commence à voir certaines entreprises qui ne remplacent pas les personnes qui partent.
Donc il y a une sorte d'attrition qui se fait tout doucement, progressivement, mais on n'est pas dans les licenciements. Et ça, c'est vérifié encore dans les statistiques du JOL, c'est-à-dire que les entreprises sont pas en train d'appuyer sur le bouton, je licencie, je réduis mes effectifs drastiquement. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ça ne pèse pas réellement sur le marché du travail, parce que dans le même temps, on commence à avoir des retours au niveau du Beige Book qui indiquent que le nombre de migrants, l'offre des migrants est en train de se contracter, se réduire fortement, et ça impacte certains secteurs d'activité qui ont des difficultés d'embauche parce qu'ils n'ont plus l'offre des migrants. Donc ça, attention, le marché du travail peut être beaucoup plus résilient que l'on pense tant qu'on n'a pas de licenciement massif. Et tant que finalement le marché du travail recule à cause de la politique de Monsieur Trump sur les migrants, ça peut maintenir un marché du travail tendu. Donc on est sur plein d'éléments contradictoires aujourd'hui. Vous avez un ISM manufacturier qui nous dit on est en récession dans l'industrie, un S&P Global nous dit c'est en pleine explosion. Vous avez des chiffres de l'emploi qui vous disent ça se détériore, mais d'autres qui vous disent finalement ça se gèle. Donc on est sur plein, même on n'a pas plus tard qu'hier, on a eu Macy's qui nous dit le contraire de Dollar Tree. Donc on est sur des éléments qui sont totalement divergents. Alors certes, les marchés sont rassurés parce qu'ils disent il va y avoir cette baisse de 25 points de base au mois de septembre, ça va se régler tous les problèmes. C'est sûr, du coup, avec ce que vous nous dites. Alors c'est pas évident parce qu'on voit qu'il y a un gros débat au sein de la Banque centrale. Moi, je suis prêt à faire un pari que ça sera pas unanime le vote, ou alors il va falloir vraiment convaincre certains membres du FOMC. Bon. A priori, ça entraîne quand même basculer plutôt vers une baisse. Si la communauté financière, en tout cas, est sûre à quasiment 100%. Alors voilà, moi je suis plus prudent, mais c'est mon côté prudent. Mais si je fais colombe, faucon et je mets les points à chacun et je vois un peu, c'est vrai que là c'est en train de se retourner un petit peu d'après les dernières déclarations et on serait peut-être sur une courte majorité à une baisse. Alors après, comme toujours, il va y avoir débat au sein du FOMC et si une petite majorité se déclare, peut-être les autres membres vont pas s'y opposer et on va faire cette baisse. Mais en tout cas, voilà, il y a discussion, c'est loin d'être encore acquis, même si maintenant les marchés l'intégreront et que comme maintenant la Banque centrale américaine veut pas faire surréagir les marchés, je pense qu'ils auraient envoyé peut-être des messages un peu plus forts, notamment de Powell, s'il devait y avoir un véritable un mouvement qui est contre les attentes du marché. Donc ça reste très probable, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est sur un cycle baissier de la part de la Banque centrale très rapide, parce que je pense qu'il y a beaucoup de membres qui sont encore très inquiets de la situation économique et du manque de visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est évident. Et d'ailleurs, comme vous l'avez très légèrement évoqué, donc on est arrivé en fin de saison de publication de saison de résultats, notamment aux États-Unis. En gros, ce qu'on peut en ressortir, c'est que les marges ont été préservées. En gros, on a moins de chiffre d'affaires, mais les marges ont été préservées. Alors, est-ce que c'est inquiétant dans la mesure où, comme vous l'avez dit, le consommateur américain commence à puiser dans ses stocks, potentiellement ne va pas dépenser autant qu'il le faisait à Noël. Est-ce que on est à l'orée d'une contraction, d'un ralentissement plus brutal et plus marqué de l'économie américaine? Alors ça, c'est la grande question, parce qu'on est quand même sur un risque droit de douane. Alors ça, c'est purement conjoncturel, c'est à court terme. Et on n'arrive pas encore à véritablement savoir qui va payer ces droits de douane. Alors, on a quand même quelques retours aujourd'hui. On sent que quand même, c'est pas les fournisseurs des États-Unis qui absorbent l'essentiel. Alors, on commence à avoir des estimations qu'on commence à faire. On est autour de 60-70% des droits de douane qui sont payés par l'importateur américain. Donc, on va dire qu'il y a peut-être une partie qui est véritablement pénalise les entreprises qui exportent vers les États-Unis. Naturellement, c'est très inégal selon les secteurs, et c'est en réaction de court terme. Alors, une fois qu'on a ces 70% de droits de douane, alors pourquoi on les a pas vus dans les résultats des boîtes? Parce que les boîtes avaient fait des stocks, avaient en grande partie anticipé ce mouvement. Donc on peut pas dire que l'inflation de droits de douane était encore visible dans les résultats du deuxième trimestre. Puisque schématiquement, en gros, elles ont stocké à des prix qui n'étaient pas encore impactés par voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas trop pesé sur les marges, ce mouvement de stockage, et qu'elles ont plutôt bien géré les choses. Maintenant, pour l'avenir, ça reste quand même un élément d'inquiétude. Et puis derrière, on voit qu'on a des retours qui sont maintenant divergents. Alors c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure entre Macy's et Dollar Tree. C'est-à-dire que Macy's nous dit les ventes de la rentrée sont plutôt bien passées, tout s'est bien passé. Donc on arrive à remonter les prix. Alors c'est un impact. Ils nous disent quand même qu'il y a un effet droit de douane, mais voilà, notamment pour les ventes de la rentrée, on a pu répercuter ça. Donc tout de suite, 20% de hausse, tout le monde est content, tout le monde est rassuré. Et puis on a d'autres acteurs qui nous disent ça se passe pas si bien que ça, on est prudent parce que on voit qu'il y a une partie de la consommation qui souffre. Alors on a eu hier un autre rapport qui est fait qui a interrogé les Américains sur leurs intentions de dépenses pour les fêtes de Noël, et là, c'est vraiment un très mauvais rapport parce que on est sur une baisse de plus de 3,5% des dépenses attendues en valeur pour Noël. Alors c'est une enquête.
c'est pas fait. Et puis les ménages peuvent être plus négatifs que ce qu'ils feront réellement. Mais 3,5%, ça serait la plus mauvaise période des fêtes depuis le Covid. Donc c'est quand même assez important en termes de baisse. Et donc ce que nous disent les ménages américains, c'est que globalement, il y a l'inflation. Alors, ils perçoivent toujours une inflation très forte. Et puis surtout, on voit que les jeunes ont l'intention d'augmenter leur taux d'épargne, ce qui est quand même assez novateur aux États-Unis. Oui, donc, on voit qu'il y a quand même une inquiétude pour l'avenir qui est en train de se dessiner. Donc, tout n'est pas si rose que ça. Il y a au moins une partie de la population américaine qui est très sensible. Donc, la question, pour revenir à ma problématique, c'est les marges, est-ce qu'elles vont se maintenir? C'est toute la question. Parce que sur ces jeunes, si la population véritablement coupe ses dépenses, s'il y a des craintes de l'inflation, on va pas pouvoir répercuter ces droits de douane sur les prix de vente. Et là, on va avoir un effet beaucoup plus négatif sur les marges. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même sur un quatrième trimestre qui s'annonce quand même un petit peu compliqué pour la consommation et les marges des entreprises, quoi qu'il arrive, on va l'avoir. Alors après, la deuxième question, est-ce que ça, c'est suffisant pour que la Banque centrale baisse ses taux de manière importante? C'est vrai qu'il y a un débat au sein de la Fed parce que certains vont vous dire les droits de douane c'est temporaire, ce qui est vrai parce que on va dire qu'il va pas, on va espérer qu'ils montent pas de 15% tous les mois les droits de douane. Donc c'est un choc une fois pour les entreprises européennes, mais c'est pas tous les trimestres qu'on va monter de 15% heureusement. Donc on va dire que ça peut avoir un effet très ponctuel et en plus ça touche que les biens. Or la Banque centrale américaine, elle a comme référence les prix du PCE. C'est un indicateur qui est très large et dont la composante biens est beaucoup plus diluée par rapport au reste. Le seul crainte qu'a dit Powell, c'est que cette hausse des prix des biens, à terme, si elle est plus ou moins forte, on verra ce qui est répercuté ou pas aux consommateurs, mais après, ou aux clients, mais après, cette prix des biens, elle rentre aussi dans la production du secteur des services. Et donc, le risque, c'est que le secteur des services, qui a un pricing power plus élevé, qui est moins concurrencé par l'étranger, relève ses prix à ce moment-là. Donc, ils sont pas totalement confiants, ils disent que quand même, ça peut avoir un petit effet d'accélération des prix, et tout dépendra en grande partie du consommateur. Mais je dirais qu'on est quand même dans un petit corner pour les marchés, parce que soit on a un ralentissement économique, parce qu'il va falloir absorber ces chocs, et on va voir que c'est la consommation qui paye, c'est le consommateur américain qui paye. Et in fine, toutes les études vous disent qu'à horizon 1 an, c'est le consommateur américain qui paye. Donc, ça va peser sur la consommation. Soit à très court terme, ça va peser sur les marges. Mais en tout cas, on est quand même sur des choses qui restent quand même assez négatives pour les perspectives de résultats du quatrième trimestre. Perspectives de résultats du quatrième trimestre. Alors, on est sur le sujet des droits de douane. Dernière question. Vous savez, les droits de douane ont été déclarés illégaux par par un juge d'appel, par une cour d'appel. La Cour suprême a été saisie cette nuit par l'administration américaine pour qu'elle accélère sa décision, attendue début 2026, mi-2026. On commence également à modéliser l'impact que devrait rembourser le Trésor américain si jamais ces droits de douane réciproques étaient considérés comme illégaux. On est sur plusieurs centaines de milliards de dollars. Est-ce que c'est un scénario crédible, selon vous, d'autant plus qu'il semblerait que certains fonds d'investissement américains sont en train de se positionner sur des rachats de créances d'entreprises en anticipant donc qu'elles se verraient rembourser justement ce qu'elles ont trop payé. Alors c'est compliqué, parce qu'on rentre dans le juridique et en plus dans la Cour suprême. C'est très compliqué. Alors c'est vrai que Donald Trump il met une grosse pression sur la Cour suprême cette nuit, parce qu'il a dit si la Cour suprême dit que c'est illégal, je casse tous les traités commerciaux que j'ai fait, y compris avec l'Europe. Donc je pense que Madame von der Leyen va apprécier. Déjà elle a pris pas mal de critiques sur cet accord et en plus si derrière cet accord saute, on va retomber dans de l'incertitude économique importante et c'est pas bon non plus pour l'économie américaine puisque de nouveau les entreprises américaines se retrouvent de nouveau à se dire que tous les accords commerciaux, on voyait que ça repartait, qu'on recommençait à faire des commandes en Asie et tout ça, et tous ces accords commerciaux peuvent être remis en cause par l'administration Trump. Alors moi je pense que Donald Trump le fait exprès, il veut mettre la pression sur la Cour suprême pour que rapidement elle décide d'une part et puis rapidement d'autre part elle lui donne raison pour lui donner ses pouvoirs supplémentaires. Mais c'est vrai que là on rentre quand même dans un domaine assez important parce que on rentre dans un domaine où on voit que beaucoup de mesures, on l'a vu encore cette nuit là avec les aides qui ont été coupées aux universités, ça est remis en cause par la justice. On a eu aussi la suppression de dépenses publiques qui ont été votées par le Congrès américain et que Trump a dit que c'est fini, ça serait plus utilisé dans toutes les mesures d'aide, mais ça a été voté par le Congrès américain, donc c'est une remise en cause du vote du Congrès. Donc là aussi ça va être attaque en justice. Donc on voit que l'administration américaine va avoir tout au long de cette fin d'année pas mal de recours judiciaires et ça, ce risque-là
là, il peut être aussi un élément à prendre en compte sur les marchés parce que ça va jouer sur le comportement des agents économiques parce que de nouveau, on retombe en incertitude. Parce que le principal argument qu'on avait en disant on a fait un accord commercial, ça y est, on a de la visibilité. On a de la visibilité. Ouais. Même si c'est 15%, au moins on sait que c'est 15%, on a de la visibilité. Donc là, on retombe encore sur de l'incertitude et on retombe au niveau des États-Unis sur les entreprises qui sont prudentes. Donc c'est pas bon. Donc ça aura un impact économique. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, est-ce que la Cour constitutionnelle peut donner raison à Monsieur Trump? Là, franchement, j'ai aucune idée parce que c'est compliqué. Parce que le gros problème, c'est que Trump est en train de déformer énormément le pouvoir présidentiel, l'augmenter énormément. Et donc, à un moment donné, je pense que la Cour suprême ne pourra pas tout valider, même si elle est plutôt favorable à Monsieur Trump. À un moment donné, il y a quand même un vrai problème de pouvoir présidentiel qui contredit les votes du Congrès maintenant. Donc, c'est quand même des éléments qui pourraient jouer. Alors, il reste un plan B quand même pour l'administration Trump, c'est de faire passer une loi directement au Congrès avec sa majorité qui sera débattue. Mais le gros problème qu'on a avec cette solution, c'est qu'on risque d'avoir une surenchère de certains membres du parti de Monsieur Trump et le temps de trouver, quand même on fragilise pas mal les accords commerciaux. Donc c'est pas négligeable, il va falloir surveiller ça de très près. Ça peut faire réagir pas mal les marchés d'ici la fin du trimestre. D'ici la fin du trimestre et d'ici à la fin de l'année, quels sont les points à surveiller selon vous? Alors moi, en premier, je mets l'inflation. Ça reste. Alors vous allez me dire, oui, c'est le chiffre de l'emploi, c'est le chiffre de l'emploi et tout ça, mais derrière le chiffre de l'emploi, c'est une problématique inflationniste, c'est pas une problématique. Est-ce que l'emploi, idéalement pour les marchés, c'est que l'emploi soit tiède, pas trop mauvais parce que c'est la récession, mais pas trop bon non pas trop fort parce que ça va alimenter l'inflation. Donc c'est pas l'emploi la clé, c'est est-ce que les droits de douane qui se verront dans l'indice des prix. Parce qu'on les voit toujours pas encore. Alors, on le voit dans le PPI, dans l'indice des prix à la production. Ça sera très dilué dans l'indice de référence de la Banque centrale américaine. Donc, ça va se transmettre, mais ça met du temps parce qu'il y a eu des stocks de constitués. On n'a pas eu ces hausses tout de suite. Oui, on disait premier trimestre. Puis mais on ça disait mars-avril. Voilà, et puis après, on a dû retourner. Voilà, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui est pris à la charge des exportateurs, ce qui est pris à la charge des entreprises sur leur marge, et puis ce qui va être finalement transmis aux consommateurs. Mais je pense qu'on va le voir, mais c'est pas ça qui m'inquiète, parce que c'est, encore une fois, c'est un choc, c'est ponctuel. Mais est-ce que ça va être durable? Est-ce que ça va être... Donc, si l'économie américaine est en plein boom, comme le souhaite Monsieur Trump, ça va être durable. Parce que là, on sera sur une surchauffe. Et donc, finalement, faudrait pas que la politique américaine... on parle toujours d'inflation. Voilà, faudrait pas que la politique de Monsieur Trump ne fonctionne trop bien. Parce que si elle fonctionne trop bien, on va créer l'inflation durable. Et là, à un moment donné, soit la Fed est complètement assujettie par Monsieur Trump et elle laisse filer l'inflation et c'est les taux longs qui vont rappeler à l'ordre Monsieur Trump, soit effectivement, elle sera obligée de remonter ses taux. Donc ça, c'est quand même un problème. À l'inverse, si on est sur une économie qui reste molle, mais avec finalement une inflation qui est ponctuelle, maîtrisée et qui ne se reconduit pas, ça laisse de la marge de manœuvre à la Banque centrale américaine pour revenir vers une politique monétaire plus neutre. Ça, c'est plutôt l'effet taux favorable. L'inconvénient qu'on peut avoir sur les marchés, c'est qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation très élevés. Et c'est là qu'est la fragilité. Donc là, on reviendra, mais ce serait peut-être l'objet d'une autre conversation. C'est aussi la thématique de l'IA. Est-ce que ça peut être encore un moteur? Parce qu'on a vu aussi que du côté des marchés actions, on est sur des hausses très sectorielles, très concentrées, et sur une thématique propre à l'IA, à l'intelligence artificielle. Et donc c'est là où on va retomber aussi sur d'autres problématiques qu'on voit en ce moment aussi apparaître. Et on l'a eu encore cette nuit avec Salesforce, qui est en forte baisse parce qu'ils déçoivent un peu sur l'IA, sur leur plateforme IA. C'est quelle est la rentabilité de l'IA? Et si on perd, je dirais, cette solution qui était l'IA, qui était une sorte de revaleur refuge pour les marchés américains, là, on peut quand même avoir des fragilités pour la valorisation du marché américain. Ok, très clair. Écoutez, merci Christian Parizeau pour toutes vos explications et votre œil, vos analyses. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altair Economics et avec nous régulièrement pour continuer à nous éclairer, aider à nous éclairer. Merci beaucoup, à très bientôt. Nous, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition dans un instant. À tout de suite.